Mais si tu devais revenir en arrière, je ne peux pas dire que ta vie est presque parfaite, mais si tu devais revenir en arrière, que ferais-tu différemment ou changerais-tu quelque chose à ton parcours? Alors moi, je vis beaucoup dans le moment présent. Et j'avoue que... Donc, tu lises Edgar Tolle. Non, mais tu vois, je regarde très peu dans le rétroviseur à part pour, à la limite, en tirer des leçons et apprendre des erreurs que j'ai pu commettre. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir de regrets pour le passé. Moi, je préfère essayer de me concentrer sur, tu vois, aller de l'avant, regarder devant et saisir de nouvelles opportunités plutôt que de regarder derrière. Euh, donc, je crois que je ne changerai rien. Euh, C'est voilà. parfait. Moi non plus. Moi non plus. Justement, on parlait de ta vision sur l'immobilier responsable et comment tu vois justement l'immobilier responsable, économie circulaire, de zéro carbone dans la construction de demain? Alors, déjà, je pense que la crise qu'on a vécue là nous a tous permis de regarder encore plus tous ces sujets. Ça a été vraiment un accélérateur de tendance en matière donc, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous, en fait, c'est des tendances qu'on a toujours eues au sein de notre groupe. Tu vois, comme je te le disais, on a un groupe familial. Moi, je pense qu'un groupe familial, on a vraiment des visions plus long terme, mais aussi parce que je pense que on a cette idée de transmission de l'entreprise. Donc, on pense peut-être plus à nos enfants, petits-enfants, etc. Donc, on s'attache depuis toujours, en tant que promoteur et investisseur, à faire des bâtiments durables euh, et qui, en même temps, vont coller le plus possible aux nouveaux usages. Après, le sujet de l'immobilier, c'est toujours le même, c'est que finalement, c'est des temps longs. Donc le moment où tu décides de faire un immeuble et le moment où tu le livres, il peut se passer vraiment un moment très long. Donc le sujet, c'est quand même essayer d'anticiper toutes ces nouvelles tendances. Ensuite, effectivement, tu parlais d'éco-conception. Ça, c'est donc prendre en compte tous les impacts environnementaux. Mais ça, c'est pareil. C'est tout au long du cycle de la vie d'un bâtiment. Donc, depuis sa conception, mais aussi pour que pendant toute son exploitation. Et donc, tu vois, il faut. Enfin, heureusement, nous, on a des ingénieurs aussi en interne qui réfléchissent à tous ces sujets. Après, au-delà, finalement, je dirais, de l'immobilier pur, c'est aussi pouvoir valoriser les territoires. Moi, je suis convaincue qu'on a toujours trop cherché à densifier et à surdensifier même certaines métropoles, et d'ailleurs comme Paris ou sa région parisienne. Et la preuve avec le COVID, qu'est-ce qui se passait? Exactement, tu vois. Donc moi, je pense qu'il y a des solutions qu'il faudrait apporter, des solutions qui sont concrètes pour pouvoir développer les villes moyennes et redynamiser la vie économique un peu partout en France. Et donc, je pense qu'il devrait y avoir plus d'acteurs économiques, que ce soit des entreprises privées, mais aussi, en fait, l'État, il pourrait être le premier à montrer l'exemple, hein, parce que l'État, il pourrait décentraliser certains sièges. Moi, je pense peut-être à des ministères, tu vois, qu'on pourrait mettre dans des villes moyennes pour pouvoir nous diminuer en fait toutes les externalités négatives qu'il peut y avoir liées à la concentration, donc que ce soit des émissions en termes de déplacement ou de consommation. Parce que quand tu vois tout le trafic qu'il peut y avoir à Paris ou en Île-de-France, c'est délirant. Donc, tu vois, il y a plein de sujets qui ne sont pas que liés finalement à la conception d'un bâtiment, mais à tout son environnement. Donc voilà, et il y a aussi, je pense,
le fait qu'il n'y a pas de durabilité sans innovation. Donc ça, c'est un autre gros point. C'est, je pense, indissociable en tout cas de notre stratégie. C'est pour ça que j'ai aussi investi dans pas mal de structures et que en fait, tu peux apprendre de tous les secteurs finalement parce que l'immobilier peut toucher à tous les secteurs. Voilà comment je vois les choses. Après, je pense qu'il peut y avoir des logiques collaboratives peut-être entre l'État, entre des grands groupes, des startups pour essayer de réfléchir à la France de demain, tu vois. Alors, justement, à la France de demain, quand tu parles d'Europe, je me souviens, il y a plus de 5 ans, j'avais assisté Quid des auprès. bâtiments existants, bah, effectivement, il y a aussi la rénovation thermique. Oui, en plus, la rénovation thermique. Là, Donc ça, justement, sur le côté, oui, sur le côté vert, c'était là où j'ai commencé d'être surprise parce que tout le prix était beaucoup donné aux femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes PDG qui croient en ça, qui croient dans la durabilité. ouais. Et il donc, y a plein de, il y a plein de nouveaux, ça fait partie de l'innovation hein, finalement, il y a plein de nouveaux matériaux, que ce soit des bétons bas carbone, il y a des nouveaux bétons qui dégagent 45 fois moins de CO2 qu'un ciment traditionnel. Donc, tu vois, ça, c'est des sujets. Il y a aussi, on regarde, nous, pas mal toute la filière bois. Sauf que la filière bois, il faut que ce soit du local. Il ne faut pas que ça vienne de, je sais pas, de Pétaouchnok. oui, justement, on parlait de bambou, l'importance de bambou. Et d'ailleurs, tu vas faire partie l'année prochaine avec Catherine Guillot sur le prix des femmes architectes, parce que je vais te présenter l'architecture faite par des femmes incroyable. C'est justement qu'elle a fait tous des bâtiments faits par le bambou, donc, et qui sont extrêmement solides. Justement, quand on parle de ça, parce que tu disais 2% pour le start-up d'être financé, c'est qu'il y a 16% de start-up, mais c'est vrai qu'ils se autofinancent. Alors, demain, si tu voyais un monde, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il y avait 90% de femmes PDG dans l'immobilier? Est-ce que justement, on aurait vu, parce que je suis toujours très touchée par Marie-Zole Lignon, qui était mon rôle modèle, qui se lançait sur le co-living. Tu n'avais pas parlé de co-living, mais maintenant, est-ce que ton groupe est en train d'intégrer ça avec le COVID, comme il y a eu tous ces problèmes, et puis également cette proximité je sais que la France était toujours contre que l'enfant soit éduqué par ses parents, mais on l'avait vu que les femmes pendant le COVID, pendant plus de 6 mois, c'était pour ça, c'était très dur pour elle. Elle est devenue la maîtresse principale de tous ces enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés avec le COVID. Oui. Alors, est-ce que tu imagines que des choses auraient été pensées peut-être plus vite s'il y avait beaucoup de femmes dirigeants ou les entreprises comme le vôtre avec le financier Duval et le groupe Duval, justement, qui a déjà pris une position pour les femmes? Alors, tu ne parles pas de ta grand-mère. Est-ce que ta grand-mère, parce que ton papa qui a eu tant de respect pour la femme, est-ce que la grand-mère était présente? Ouais, j'ai eu deux magnifiques grand-mères. Euh, après, moi, alors tu vois, tu le sais, nous, on est effectivement particulièrement sensible au sujet de la mixité. Et j'en parlais, je pense que c'est vraiment un facteur de performance durable. Euh, et c'est hyper important. On a plein de femmes, tu vois, à des postes de responsabilité. D'ailleurs, la patronne de la promotion, c'est une femme chez nous. Et, donc, je te le disais, les femmes, je pense qu'elles ont une vision un peu plus long terme, tournée vers l'impact. Évidemment, ça aurait pu, pendant la crise qu'on a vécue, ça aurait changé s'il y avait eu plus de femmes dirigeantes. Mais moi, je dirais que je serais contre
Tout comme je trouve ça dommage qu'il y ait 90% d'hommes patrons de boîtes dans l'immobilier aujourd'hui, je serais contre le fait que ce soit 90% de femmes. Moi, je suis plus pour un équilibre et je pense que c'est finalement la mixité, comme je te le disais, et la diversité qui fait qu'il y a un équilibre et qu'il y a une performance. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes CEO, mais je suis contre le fait qu'il y aurait 90% de femmes dirigeantes, tu vois. Oui, mais moi, je suis contre qu'il y a 90% d'hommes. Maintenant, pour moi, avant, c'était pas, j'étais comme toi, je ne voyais pas la différence et ce changement. Alors, justement, on a notre notaire préféré, Cyrielle, qui posait des questions. Comment tu peux encourager ces femmes, justement, c'est la société qui va changer maintenant avec, comme tu disais, pour l'acte parental, que les hommes soient plus présents. Mais en attendant, comment tu peux encourager? On va justement le monde de salariés de demain avec les crises sanitaires de COVID. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ta société. Je sais qu'il y a d'autres sociétés qui sont inquiètes et qui commencent à licencier des femmes. Donc, comment tu vois ça? Et vis-à-vis le groupe Duval, est-ce que vous êtes en train d'embaucher avec le COVID? Comment la société a avancé avec le COVID? Alors, ça a été très difficile hein, de cette crise. Heureusement, on a une certaine diversité de métiers, ce qui nous permet en fait d'avoir certains métiers qui en tirent d'autres. Mais ça a été une année vraiment très compliquée. Je pense que là, tout le monde, mais que ce soit pour nous ou pour toutes les entreprises de France et du monde, je pense que tout le monde est fatigué là en fin d'année. Après, alors il y avait plusieurs questions dans ta question. Comment est-ce que nous, on s'est organisé? Donc, on a essayé de garder, je répète encore, cette agilité qu'on a. Donc, on a réussi toute l'année finalement à se mettre en mode projet. On a eu nos équipes qui se sont vraiment mobilisées, qui ont été top dans tous les métiers différents, que ce soit dans le tourisme, parce que dans le tourisme, ça a été vraiment un bain de sang. Ensuite, nous, dans le commerce, puis finalement, parce que on a essayé d'être solidaires et d'accompagner tous les commerces qui étaient fermés. Ça a été un gros sujet. Donc moi, mes équipes, elles étaient aussi sur le pont toute l'année pour régler tous ces sujets, faire des franchises, les accompagner. Ensuite, au niveau de la promotion immobilière, je dirais que finalement, ça a été, heureusement pour nous, que des décalages d'opérations. Donc, et encore plus finalement à cause aussi du décalage des municipales. Voilà. Après, heureusement, on a eu quand même pas mal d'aide du gouvernement, mais ça n'a pas été simple. On recrute quand même parce que finalement, on continue de se développer. On a eu une gestion plutôt saine cette année, mais parce qu'on a pu, comme je te le disais, se mobiliser, se mettre en mode projet, rester agile. Et puis, on a eu aussi des partenaires bancaires qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Voilà, ça a été une année vraiment marathon et compliquée. Alors, tu avais parlé de l'international. Donc, toi qui étais aux États-Unis, tu as envie d'amener, il y a une question, est-ce que tu as envie d'amener le groupe Duval aux États-Unis? Eh bien, ce n'est pas prévu pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est vraiment que Afrique et Asie. Comment tu peux encourager une jeune femme de rentrer dans l'immobilier? C'est quoi Alors, moi, je trouve que l'immobilier, c'est génial parce que déjà, c'est concret.
Donc, il y a plein de métiers dans lesquels on peut bosser et où ça ne va pas être concret. Alors que là, finalement, c'est de la pierre, on peut toucher, on peut voir, on peut… moi, je trouve ça génial. Après, enfin, je ne sais pas, ça fait partie de notre ADN. Nous, tu vois, je te parlais que gamine, j'allais sur les chantiers. Moi, je trouve ça génial de pouvoir toucher et de voir l'évolution de la construction d'un bâtiment. Donc, voilà. Et après, c'est hyper riche comme milieu. Je rêverais d'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois, je rêverais pouvoir dire à des dîners, quand quelqu'un me dit « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» dire juste « je travaille dans l'immobilier ». Mais en fait, personne ne comprend quand on dit ça parce que tout le monde me dit « ah mais c'est génial, ça tombe bien, je cherche un appartement dans Paris en ce moment ». Et là, je leur dis bah, « en fait, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que je ne suis pas agent immobilier. En fait, je fais à peu près tout, sauf ça ». Donc, c'est ça qui est sympa. C'est finalement toute la diversité de métiers qu'il peut y avoir dans l'immobilier. On a Karel qui te posait des questions. Dans le projet d'architecture, avec des végétales, font-ils partie de vos projets, des immeubles de jardin, de potagers? Comment tu vois ce demain, justement, après le Covid? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, on a évidemment plein de bâtiments avec soit des toits végétalisés, soit des murs végétalisés. Après, moi, j'ai investi beaucoup aussi dans des startups liées à ces sujets et j'ai investi en l'occurrence aussi dans Neopharm qui fait des micro-fermes en fait, du biomaraîchage local pour pouvoir consommer localement. Donc ça, c'est une startup que j'accompagne et j'adore ce qu'ils font. Quelle est la place d'aménagement des espaces verts au sein de développement de parcs immobiliers? Donc, j'imagine au point de vue de logement, de promotion. Est-ce que ça va changer maintenant? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont changé. En fait, nous, on a toujours fait attention à ces sujets-là, à mettre et puis même quand on construit, en fait, de ne pas mettre des arbres qui sont trop petits, mais et de pouvoir mettre des arbres tout de suite d'une certaine taille. Donc ça a toujours été finalement dans nos valeurs. Et puis on a en plus fait l'année dernière un gros partenariat de reforestation où on a planté plus de 100 000 arbres. Il y a 160, moi j'ai calculé 160 métiers, mais il y a un métier supplémentaire que j'ai rencontré au PropTech où justement c'est un ingénieur en agriculture parce que maintenant il faut planter des arbres sur le balcon. Non, mais justement, tu sais pas si bien dire parce que justement, on a des gros projets en Afrique d'écoles de formation pour tous ces sujets parce qu'en fait, il va y avoir un gros problème de formation en Afrique et il y a des gros besoins en immobilier, d'infrastructures. Et donc, on est en train de créer en fait des écoles de formation pour tout ce qui est plomberie, menuiserie, électricité, etc. En fait, pour pouvoir avoir toutes ces compétences sur place pour la construction d'immeubles. Voilà, donc on a des gros partenariats là-bas et dans plusieurs pays, on va créer des écoles pour pouvoir former rapidement et pas mal de gens en local. Vivement que ces beaux bâtiments odalisques, c'est Karel qui disait ça, avec un ancien couvent. C'est ça que tu savais pas. Justement, on avait de bonnes sœurs qui priaient pour nous, sans doute, dans ce couvent. Mais il y avait Cyrielle qui avait également posé des questions. Comment tu vois le futur du groupe Duval et comment tu le vois ça dans les 10 prochaines années? Alors, nous, on fait nos budgets en plus à 5 ans. Bon, alors 5 ans alors.
Écoute, le sujet qu'on ne peut malheureusement ou heureusement jamais prévoir ou voir, c'est qu'en fait, comme on est un groupe familial, un peu comme ce qu'on a toujours fait depuis le début du groupe, euh, on adore pouvoir saisir des opportunités. Le golf, ça a été une opportunité, Odalis à l'époque, on s'est diversifié. Donc, je suis persuadée, d'ailleurs toutes mes équipes me le disent, en fait, bah, on ne sait pas de quoi sera fait 2021 et après encore, parce qu'en fait, ils ont toujours des belles surprises apparemment avec nous, à la famille, parce qu'on a toujours plein d'idées. Et donc, à part le fait de continuer à se développer dans tous les métiers que je t'ai évoqués, et que ce soit en France ou à l'international, on risque d'avoir peut-être, en tout cas, ce n'est pas encore identifié, je vous promets, on risque d'avoir peut-être des nouveaux métiers qui vont rentrer dans le groupe, je ne sais pas. En tout cas, on est toujours ouvert aux opportunités. Tu vois, il y a quelques années, on a même racheté une poissonnerie en Normandie qui fait des rillettes de poisson, parce qu'en fait, cette entreprise était en difficulté. Et donc, on l'a racheté, on a essayé de l'industrialiser pour pouvoir la faire grandir. Donc ça, c'était un sujet qui nous avait fait marrer à un moment donné, que de développer finalement cette compétence de rillettes de poisson. Tu vois. Donc en fait, on fait du riz au Cambodge, on fait des rillettes de poisson en Normandie. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, à part vraiment que moi, je tiens à mes valeurs, je tiens à cette agilité, donc je ne veux pas qu'on devienne non plus un paquebot trop difficile à manœuvrer. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et effectivement, je pense que l'Afrique aura aussi une place prépondérante dans le groupe et que d'ici quelques années, ça représentera 50% de notre chiffre d'affaires